Salut, c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue surtout dans le premier tuto de l'ère Unreal Engine 5. Je suis très content de reprendre justement l'activité sur mes chaînes. J'attendais vraiment désespérément la sortie du UE5 pour pouvoir vous reproposer du contenu. C'est chose faite, du coup je m'y remets à fond. À titre indicatif dans cette vidéo, on va regarder comment, pour celles et ceux qui étaient déjà sur version 4 d'Unreal Engine, comment faire le switch sur UE5, non pas en termes de migration de projet, mais en termes de découverte d'interface, voir un petit peu où sont les principaux éléments, les principales modifications qu'il y a eu. Ça va être un petit survol, une vidéo totalement décousue, mais vous allez voir, ça va être cool et j'avais besoin de parler du UE5. Donc c'est parti pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé la création de jeux ou la création d'expériences numériques avec Unreal et qui attendaient justement UE5. Vous pouvez suivre cette vidéo bien sûr, mais vous risquez d'être un petit peu largué par moment. Mais ne vous inquiétez pas, très rapidement dans les jours qui viennent, il y a du contenu pour débutants avec Unreal Engine 5 qui va arriver sur ma chaîne. Et si vous êtes déjà habitué à Unreal, comme d'habitude, on va faire du contenu avec plein de tutos, avec des formations sur tuto.com, avec de la création de jeux, bref, plein de choses. C'est parti, on est dans le launcher d'Epic Games. Nous lançons la version 5.0.0 d'Unreal Engine qui va se lancer plus ou moins rapidement selon le type d'ordinateur que vous avez, surtout la première fois que vous allez lancer un projet. Donc là, nous avons le launcher, on a les différents templates qui sont disponibles dans Unreal Engine. On voit d'ailleurs qu'il y en a 2 ou 3 qui ont sauté pour l'instant, en tout cas au passage. Celui avec la sphère qui nous permettait donc de contrôler une boule avec la physique activée. Celui aussi où on avait le vaisseau, où on pouvait déplacer un petit vaisseau comme ça, une petite soucoupe boulante. Vous inquiétez pas, tout ce qu'on pouvait faire avec UE4, on peut toujours le faire avec UE5. Peut-être que ces templates reviendront un petit peu plus tard. On va prendre le third person et on voit au passage qu'il y a des nouveaux mannequins d'Unreal qui sont là. On a un nouveau skin aussi de voiture qui est disponible. Donc on voit qu'il y a une refonte, ce qui est logique, du moteur et qui s'accompagne de nouveaux icônes, de nouveaux personnages, de nouvelles choses comme ça. Le projet se lance donc. La première des choses que je vais faire, ça va être de zoomer sur l'écran pour que vous soyez à l'aise avec tout ce que je vais vous présenter. Et ça, je ne peux pas le faire avant. À chaque fois, je dois le refaire en enregistrant. La deuxième des choses que je vais faire, c'est vous dire si vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça en maintenant le clic droit et ZQSD comme vous le faisiez dans UE4, c'est parce que il vous faut refaire une chose. Et pour ça, je vous mets le lien du fichier en téléchargement donc en description de la vidéo. C'est le mapping d'un clavier AZERTY que vous allez importer dans Unreal Engine. Pour faire ceci, vous faites Edit, Editor Preferences, vous venez sur Keyboard Shortcuts, en haut à droite, bouton import, et là, vous récupérez le fichier donc, que je vous mets à disposition. Il n'y a rien à faire après, il n'y a pas de sauvegarde à faire, c'est automatique. Et du coup, quand vous l'aurez fait, vous allez pouvoir vous déplacer avec ZQSD tout en maintenant le clic droit de votre souris enfoncé. Après, vous pouvez personnaliser vos touches, bien entendu, au même endroit que là où vous avez importé votre fichier. On peut donc se consacrer maintenant à la découverte de l'interface. Sachez qu'à tout moment, si vous êtes largué dans l'interface du UE5, franchement, je ne vois pas pourquoi, mais admettons que vous soyez largué, ou alors que vous soyez en plein projet, il vous faut rush, il vous faut livrer le projet. Vous venez sur Windows, vous avez le Load Layout ici qui vous permet soit d'avoir le UE5, celui qui est actuellement à mon écran, soit d'avoir le UE4. Si je clique dessus, vous voyez que ça le recharge et on retrouve exactement la présentation UE4, mis à part que nous avons les nouvelles icônes, mais globalement, on retrouve la même présentation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire découvrir la version UE5. Donc nous sommes ici. Ce que l'on peut voir, en plus de l'aspect graphique, mais on y reviendra après, c'est qu'on a dans un premier temps des choses qu'on connaît. À droite, le World Outliner, qui s'appelle maintenant juste Outliner, qui va référencer tous les acteurs qui sont dans notre viewport, donc c'est toujours ici. Nous avons après l'onglet Details. À chaque fois que je vais sélectionner un acteur sur le niveau, on a toutes les propriétés de l'acteur en question dans ce panel-là. Ça va nous permettre de pouvoir modifier toutes les propriétés que l'on souhaite. À titre indicatif, dans UE5, on a ça qui est apparu dans l'onglet Details, c'est-à-dire quand vous sélectionnez un acteur, il y a toutes les rubriques des propriétés ici, donc Static Mesh, Materials, Physics, etc., qui apparaissent sous forme de boutons, et ça vous permet de pouvoir filtrer et d'aller directement trouver ce que vous cherchez justement, et ça c'est pas mal, parce qu'on a quand même beaucoup de propriétés dans Unreal, et du coup pouvoir filtrer comme ça va être un petit gain de temps. Donc ça c'est bien sympa ce qu'ils ont fait, donc à retenir, et vous cliquez sur All pour retourner justement, pour retrouver toutes les propriétés. Le Content Browser, il est où? Vous savez, c'est la chose qui est en bas qui nous permet de glisser tous nos acteurs, de créer de nouvelles classes, etc. Vous faites CTRL espace, ça vous permet de déplier justement le Content Drawer. C'est plus le Content Browser, en fait c'est exactement la même chose, mais le Drawer c'est celui qui slide comme ça. Donc CTRL espace pour l'afficher. Dès que je vais cliquer à l'extérieur de lui, il va se refermer. Je refais CTRL espace. Comment ça marche? Comme le Content Browser, je vais naviguer, je vais récupérer le Static Mesh, le Skeletal, le son, n'importe quoi que je mette dans mon niveau, je fais glisser. Et vous voyez que dès que j'ai fait glisser, automatiquement le Content Drawer s'est rebaissé en fait, il s'est remis dans la barre en bas. On peut y accéder aussi avec ce bouton qui est tout en bas à gauche.
Si vous êtes en phase de j'ai besoin de mon content browser en permanence parce que je suis en train de mettre plein de fichiers, pas de souci, contrôle espace et ici vous avez le dock in layout qui vous permet, comme son nom l'indique, de le figer dans l'UI. Ça devient bien le content browser et là pour le coup vous pouvez glisser autant d'éléments que vous le souhaitez. Votre content browser il reste en bas exactement comme dans la version UE4. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est exactement comme UE4 ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel élément et le mettre où on veut dans l'interface. On peut le mettre dans la colonne de gauche, on peut le rajouter dans la colonne de droite, on peut créer des sous-colonnes, enfin on peut faire exactement ce qu'on veut. Ça s'inscrit dans ce que tous les logiciels font maintenant de toute façon, à savoir une interface qui est totalement adaptable à ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez décrocher entre guillemets ce panel-là et le mettre sur un autre écran si vous avez envie, si vous travaillez sur du multiscreen. Il n'y a aucun problème, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Justement, par rapport à ce système de slide, vous voyez que le outliner, par exemple, même chose pour le details, même chose pour n'importe quel panneau que vous mettrez sur les côtés. Vous pouvez faire un clic droit sur l'onglet en question, faire un dock to sidebar. Le dock, ça va vous permettre, je le fais pour l'onglet details aussi, ça vous permet de mettre justement ces panneaux, de les rétrécir entre guillemets dans les colonnes. Et après, si vous cliquez dessus, ça va les faire glisser, exactement comme de Content Browser. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez cliquer ailleurs, ça va se refermer. C'est exactement le même comportement. Pour l'onglet Outliner, pour l'onglet Details, c'est pour n'importe quoi que vous allez mettre dans vos panneaux, que vous allez décider comme ça de dock. À vous de voir. Moi, perso, j'ai un petit peu de mal selon justement les informations que je souhaite. Le panneau Details, par exemple, je sais qu'en général, je switch pas mal entre les acteurs et j'ai pas besoin qu'il se referme de le réouvrir. Mais ça dépend vraiment des phases en fait de création. Dans quelle phase de création vous êtes de votre jeu. Il y a des moments où vous allez changer des propriétés toutes les 2 secondes et il y a des moments pas du tout. Si vous n'avez pas besoin, effectivement, ça vaut le coup de le cacher. Si vous avez du mal avec ça, ou même d'ailleurs si vous êtes à l'aise avec ça, mais je vais vous donner un raccourci clavier qui est bien cool. Donc moi, je vais undock les deux. Donc je retrouve l'élément classique. C'est la touche F10 du clavier. C'est un raccourci clavier qui vous permet de cacher toutes les colonnes et ce que vous pouvez retrouver aussi en bas de votre UI et donc de donner juste la pleine vision sur votre viewport. C'est pas le F11, hein. Le F11 il vous permet vraiment de passer le viewport en plein écran. Là non, le F10 c'est vraiment je cache toutes mes colonnes. Donc là si je m'amuse par exemple à prendre l'onglet Details, je le mets dans la colonne de gauche. Je mets par exemple le Content Browser, donc je vais le dock et je le mets en bas de mon écran. Si je fais F10, hop, vous voyez, ça me cache tout et je refais F10, ça me fait tout réapparaître. Donc c'est un raccourci qui peut être sympa si vous souhaitez justement jouer un petit peu sur vos interfaces, jouer sur différents éléments. Même chose, c'est que c'est déjà sur UE4, mais si vous venez sur Windows, Content Browser, vous pouvez afficher plusieurs Content Browser par exemple. Et vous pouvez les afficher du coup les uns après les autres au niveau des onglets, si vous souhaitez avoir des dossiers principaux, etc. Tout comme vous avez le panneau favori d'ailleurs qui apparaît maintenant directement dans le Content Browser pour si vous souhaitez mettre donc des éléments en favori. Bref, vous voyez que c'est toujours aussi, vous pouvez toujours manipuler l'interface comme vous le souhaitez, mais maintenant dans UE5, donc il y a cette gestion en plus de pouvoir slider ces éléments-là. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Bon, je vais reset un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc je viens sur Windows, Load Layout et je reprends le default pour avoir donc l'élément par défaut de l'interface du UE5. Toujours en bas à gauche, vous voyez que donc il y a le Content Drawer. À côté, on a l'Output Log. L'Output Log, on peut le retrouver en venant sur Windows Output Log ici, comme on avait dans UE4. Mais on l'a directement, et ça c'est plutôt pas mal. Hein. Ça vous permet de voir en temps réel quand vous faites tourner votre jeu ce qui se passe. Donc pour débugger, c'est quand même important. Bah, du coup, vous y avez accès directement ici. Même chose, vous pouvez le dock et vous pouvez le faire disparaître à tout moment. Vous avez ici la ligne de commande. Vous pouvez taper directement vos commandes, d'ailleurs en Python également. En bas à droite, vous avez tout ce qui concerne la gestion de projet à plusieurs, en fait, quand vous partagez vos informations. Le source control, d'ailleurs, il y a des tutos sur ma chaîne avec UE4, mais ça fonctionne exactement pareil avec UE5, donc n'hésitez pas, qui vous permet de pouvoir activer le source control, de pouvoir lier par exemple à Perforce et de pouvoir travailler à plusieurs sur un même projet, partager les fichiers, ça fonctionne super bien, je vous le conseille à fond. Le derive data cache ici, qui est, si vous voulez, quand vous allez justement build, compiler, ça va vous permettre de partager tous les fichiers créés avec les autres membres de votre équipe, et donc tout le monde ne va pas devoir à chaque fois refaire les mêmes actions, repasser X temps de compilation, dont là, tout le monde partage ses informations, donc si vous mettez un serveur en place, ça peut être cool. Et en plus, j'ai vu passer un tweet où ça annonçait entre 65 et 70% de compression supplémentaire au niveau de... Enfin, avec le passage sur UE5, donc c'est absolument monstrueux. On a fait la partie basse, on va faire maintenant la partie haute. On retrouve la bonne vieille disquette pour sauvegarder, raccourci clavier CTRL-S. Attention, hein, quand vous faites ça, vous sauvegardez uniquement votre level, vous ne sauvegardez pas tout ce qui est dans votre Content Browser ici. Pour faire ça, il vous faut faire un save all à cet endroit-là.
Ensuite, on a le menu ici. Alors ça, il y a eu pas mal de changements par rapport à ça. En gros, c'est tout ce qu'on retrouvait avant avec le Place Actor dans la colonne de gauche. On a eu une petite transition avec les versions précédentes, mais là maintenant, cette transition elle est finie et il vous faut passer par ici et vous avez donc le select, c'est celui par défaut. Le mode par défaut, c'est je viens sélectionner les objets et après je peux faire des rotations, etc. Après, vous avez le landscape. Le landscape, il n'a pas changé aussi, donc je passe très vite dessus. Ça vous permet de créer un landscape, vous avez la possibilité de le sculpter, de le peindre. Ça n'a pas changé, ou en tout cas, il y a eu des évolutions, mais pas trop en termes d'UI, donc je passe dessus. Le foliage, même chose, pour pouvoir déposer de la végétation, même des acteurs, ça n'a pas changé. Mesh painting, même chose. Donc on y reviendra plus tard sous forme de tuto, mais il n'y a pas de modification majeure par rapport à UE4. Nous avons ensuite le modeling. Là par contre, il y a de gros chapitres. Là on va pouvoir y passer du temps là-dessus. Le modeling, c'est vraiment un élément d'Unreal qui est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur, qui évolue énormément. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir placer des éléments déjà de base tels que toutes les formes géométriques que nous avons, des cubes, des sphères, des cylindres, etc. Mais on a en plus ceci, le cube GR ici. J'en ferai vraiment un tuto dédié parce que c'est un truc qui est absolument dingue, qui va nous permettre de pouvoir faire du blockout d'Unreal très facilement. Je vous montre très vite ce qu'on peut faire avec, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en gros, ici, on peut définir une précision au niveau de la grille, vous voyez. On peut avoir une grille relativement grande et une grille beaucoup plus précise. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez simplement sélectionner sur vos mèches, sur votre grille, une zone. Et après, avec la touche E, vous allez pouvoir rajouter la matière. Et la touche Q, vous allez pouvoir enlever de la matière. Et donc, très facilement, vous allez pouvoir dessiner en fait un environnement en blockout. Vous pouvez tout à fait vous déplacer autour. Et donc vous sélectionnez des éléments, vous appuyez sur E pour créer de la matière, vous appuyez sur Q pour enlever de la matière, et donc vous allez vraiment pouvoir créer, comme vous le souhaitez, votre blockout de jeu. En plus de ça, vous avez la possibilité, quand vous êtes sur votre grille, de faire Shift E si je dis pas de bêtises. Hop là, Shift E, donc vous montez en niveau sans créer de matière en dessous, et à partir du moment où vous êtes au niveau que vous le souhaitez, vous appuyez sur E et vous allez créer vos éléments comme ça en l'air. Même chose, vous partez d'un élément, vous sélectionnez vos faces, E, vous ajoutez de la matière, Q, vous enlevez, Q, vous enlevez, E, vous ajoutez de la matière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil parmi tous les autres outils ici qui sont liés à la 3D, qui vous permettent de faire vos UV, qui vous permettent de sculpter, de modifier le sculpte, de jouer avec votre pivot, de faire plein de choses. Un énorme chapitre, c'est maintenant directement le modeling mode qui est ici. Pas de plugin à activer ou quoi, c'est vraiment natif à UE5. Le fracture ici, c'est très intéressant aussi. C'était ce qu'on pouvait faire avec UE4 déjà. Il fallait activer un module qui s'appelait Apex, un plugin Apex. Maintenant, c'est natif. C'est géré par le nouveau moteur de physique qui s'appelle Chaos. Donc, vous sélectionnez un static mesh sur le niveau. Vous cliquez ici sur New. Vous choisissez l'endroit où vous le mettez dans votre projet. Et ça va vous créer donc la version du static mesh, mais qui est cette fois-ci destructible. Et donc là, après, vous allez sélectionner différents éléments de fracture, différents types de fractures. Vous allez pouvoir simuler, voir un petit peu ce que ça donne. Mais surtout, ce nouveau système, il est vraiment cool parce que contrairement à Apex, là, on peut vraiment faire des liens entre différents éléments en fait qui vont se fracturer. Dire là, c'est un élément porteur, en gros. Là, c'est pas un élément porteur. Si c'est pas l'élément porteur, il va se fracturer. Il n'y aura pas forcément d'impact sur l'élément maître. Par contre, si l'élément maître est explosé, l'élément porteur, du coup, le reste va devoir s'effondrer. Donc ces liaisons, par exemple, comme ça, maintenant, on peut les gérer. Là aussi, gros chapitre. C'était juste pour vous dire que vous aviez ce mode-là donc de disponible. Le brush editing qui va nous permettre de pouvoir faire des modifications quand on va créer, vous savez, des BSP en fait, donc des formes géométriques directement dans Unreal comme on pourrait le faire dans UE4. Et le menu animation qui va nous permettre de pouvoir, et là, j'ai pas encore regardé ça, mais de pouvoir faire des choses. Du coup, je vais simplifier comme ça, avec des animations directement avec ce menu. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, dès que je maîtriserai le truc, je vous en parlerai avec grand plaisir. Ensuite, ici, nous avons un outil qui va nous permettre, toujours un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait dans le Place Actors, de pouvoir justement poser des acteurs. J'ai besoin d'un personnage, je glisse une classe character. J'ai besoin d'un, basique, j'ai besoin d'un player start, je glisse un player start. Je vais avoir besoin de light, je viens ici, j'ai mes lights, je prends un spotlight par exemple, ou un point light, je le fais glisser. Donc c'est vraiment ce qu'on avait dans le Place Actor, et d'ailleurs, que l'on retrouve en venant ici. Place Actors Panel, on va retrouver notre Bondi colonne, dans lequel on va retrouver tous ces éléments-là. Donc, une fois de plus, si à un moment vous êtes largué, vous inquiétez pas, Epic a pensé à vous. Mais volontairement, je me force un petit peu à me faire à cette nouvelle UI justement du UE5. Parmi tous les éléments que nous avons là, que vous connaissez, que je vous laisserai découvrir, mais c'est vraiment les éléments que nous connaissions déjà, il y a quelque chose que l'on n'avait pas avant dans UE4, ou en tout cas pas intégré comme ça, c'est Quixel Bridge. Et ça, c'est vraiment monstrueux.
Rappelez-vous, Epic a racheté Quixel Megascan, une librairie d'assets, donc type photoréaliste, d'assets et de matériaux, et de décals, et de plein de choses. Et du coup, maintenant, Bridge, comme ça, pensez par contre à vous identifier dans Bridge. Moi, je suis déjà identifié, mais il vous faut vous identifier. Donc avec ce bridge, ben, vous allez pouvoir justement le mettre, moi je vais le mettre dans la colonne de gauche, voilà, hop là. Et là je vais pouvoir dire, ok, ben, je suis dans mon niveau et j'ai besoin d'un asset dans mon jeu. Ben, je vais faire défiler et je vais dire par exemple cet asset. Je vais définir ici la qualité que je souhaite, je vais définir la qualité en nanite, autant profiter du E5. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, justement à prendre cet asset et à le faire glisser. J'ai juste ça à faire. Et là automatiquement on le voit, l'asset il apparaît. Au début en low poly, après en high poly, et après ça fait la version nanite, mais pendant qu'on est en train de travailler en fait sur le projet, pareil au niveau des matériaux, ça le crée, ça charge les textures en haute def, tout ça pendant qu'on est en train de travailler. Et là vous voyez, je l'ai fait avec un mesh que j'avais déjà, mais si je prends un mesh qui n'a pas encore été téléchargé sur mon ordinateur, je le sélectionne, j'ai bien ici la version nanite, donc c'est parfait. Je prends le mesh, je le fais glisser, et vous voyez que instantanément ça me crée une version low poly puis high poly, et c'est juste dingue. Je peux fermer l'onglet Bridge, hein, je peux le réouvrir si j'en ai envie après. Et quand on va passer par exemple en visualisation nanite, je viens sur nanite, je passe ici en triangle. Vous voyez que pour l'instant, le premier mesh que j'ai importé, il est en version nanite. Et par contre, le mesh que j'ai importé après, pour l'instant, il n'est pas disponible. Du coup, je ne le visualise pas en version nanite. Pour autant, Unreal me le met à disposition directement ici en version entre guillemets plus basse définition, en tout cas pas version nanite, le temps que justement il fasse tout ce qu'il faut faire pour que ce soit disponible en nanite. Et ça, je trouve ça vraiment hallucinant de se dire, ok, maintenant, quand on travaille bien entendu sur un jeu de type photoréaliste, de se dire, bon, là, ça, pareil, j'ai besoin du matériau. Je prends le matériau, je le fais glisser, et là, automatiquement, il vient me créer le matériau dans Unreal. Alors cette sphère, elle est juste là pour me montrer que le matériau a été importé et qu'on l'a là. Mais si je vais dans le Content Browser, ça m'a créé un dossier Megascan. Là, j'ai mes assets 3D que j'ai téléchargés, donc les deux qu'on a fait précédemment. Et j'ai un dossier Surface, dans Surfaces, dans lequel je vais retrouver mes matériaux. Et là, quand je vais rentrer dedans, j'ai bien le matériau en fait que nous avons importé et qu'il est en train d'importer en haute def, etc. Donc, vous voyez vraiment comment dire, le workflow et Megascan est juste un truc absolument incroyable. On aura l'occasion d'y revenir, mais dans le survol, je ne pouvais pas vous parler donc de ceci. Je vais supprimer un petit peu tout ce que j'ai mis sur ma scène, histoire d'y voir un petit peu plus clair, pour continuer la présentation de cette nouvelle interface donc de UE5. Maintenant qu'on a fait ça, ensuite ici, on a l'équivalent de ce qu'on avait. On avait un bouton Blueprint dans UE4 en haut, c'est exactement pareil ici. Du coup, on a accès au Game Mode, on a accès au fait de pouvoir créer une nouvelle classe Blueprint. Et quand vous avez des acteurs sélectionnés sur votre niveau et que vous venez ici, vous pouvez créer une nouvelle classe qui va prendre automatiquement, qui va ajouter automatiquement dans la classe Blueprint les acteurs que vous avez sélectionnés sur le niveau. Ici, on a la partie cinématique avec le séquenceur, même chose. Là, on a la nouvelle version du bouton Play, même chose. Vous venez ici, ça vous permet de choisir le type d'affichage que vous souhaitez, standalone, directement dans le viewport. Est-ce que vous voulez simuler? Donc tout ça, c'est juste pour vous montrer que ça se passe ici, mais on retrouve les mêmes éléments que ce qu'on avait dans UE4. Même chose pour la partie multijoueur, si vous voulez faire vos simulations, ça se passe ici. La nouveauté, une des nouveautés en tout cas, c'est le bouton plateforme qui vous permet de packager le jeu. Ça se passe directement là maintenant. Donc admettons que je veuille packager mon jeu pour PC. Je viens ici sur Windows. Je vais choisir ici le type de configuration que je veux pour exporter mon jeu. Est-ce que je veux le garder en développement? C'est-à-dire que la console sera toujours disponible. Est-ce que je le mets en shipping? La console, les print strings, il n'y a rien qui passera sur la version qui sera packagée. Je choisis. Et après, je reviens là, Windows, et je package, et ça va exporter mon jeu, ça va le préparer pour pouvoir justement le mettre sur Steam, l'Epic Game Store, ou n'importe quelle autre interface. Ensuite, on a presque fini cette présentation de l'interface. On a en haut à droite ici les settings, même chose, ce sont des éléments que vous connaissez déjà sur UE4, mais si ce n'est que c'est présenté ici plutôt que d'être dans le menu principal en haut, notamment au niveau d'activer le snapping sur les sockets, sur les vertex, etc. Le fait de pouvoir modifier la qualité de rendu au niveau des lights. Donc ces informations sont là. Et enfin, dans le menu en haut horizontal, là-bas, on retrouve ce qu'on avait sur UE4, plus quelques nouveautés, avec notamment le build qui se retrouve ici. Ne cherchez pas de bouton build au milieu, vous ne le retrouverez pas. Ça se passe là-haut, donc pour pouvoir build les lights et compagnie. Bouton select, bouton actor qui vous permettent de faire un petit peu la même chose que quand vous faites clic droit directement sur un acteur. Mais là, ça vous permet d'avoir en plus, en haut, ces mêmes éléments-là. Donc on sent vraiment qu'il y a cette volonté de donner de l'espace au viewport et du coup d'avoir un petit peu réparti les éléments
sur l'interface. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'interface, en tout cas global. Après on reviendra dans d'autres vidéos sur des éléments précis. Je peux vous montrer 2-3 points pour terminer cette vidéo qui sont des éléments je trouve qui sont sympas à connaître, qui sont des petits game changers. On va dire oh putain ça c'est vraiment cool, notamment au niveau de l'UI par exemple. Alors quand je vais aller à la racine du projet, je vais créer un nouveau widget. Et ce nouveau widget, je vais directement l'ouvrir et je vais vous montrer cette révolution, entre guillemets. Je suis sûr que vous allez aimer tout ça. Je vais prendre par exemple un border que je mets du coup dans mon niveau. Et ce border, maintenant, et c'est la même chose pour les images, c'est la même chose pour les boutons, pour quasiment tout. On peut venir mettre des angles arrondis. Ouais, je sais, c'est pas révolutionnaire en soi. Mais dans Unreal, ça l'est parce que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire ça. Donc du coup, on prend un border. Il faut qu'on vienne changer, par contre, une information qui est au niveau du brush ici. Vous avez le Draw As et vous avez ici le Rounded Box. Vous sélectionnez ça et vous voyez que automatiquement, ça vous met des angles arrondis. Alors après, vous allez... je ne sais plus où c'est exactement. Je vais déplier tout le brush. C'est pas l'outline. C'est pas le brush color. Je recherche le paramètre en question. Bah c'est ici, pardon. Par défaut, vous avez la valeur Half-8 Radius qui vous permet de dire, enfin qui vous fait un angle en gros vraiment énorme comme vous le voyez. Si vous mettez un angle fixe, c'est-à-dire c'est vous qui allez définir justement cette valeur, vous allez retrouver ici le Corner Radius. Et là, vous allez pouvoir mettre une valeur différente à chacun des angles ou mettre la même valeur pour tous les angles. Ça, après, c'est vous qui allez choisir. Là, j'ai mis une valeur qui était vraiment très faible. Je vais mettre 100 partout, par exemple. OK. Et après, vous pouvez abuser dans votre interface, mettre 500 d'un côté, par exemple, et mettre 0 à tous les autres. Et vous créez comme ça un border avec un petit style qui est donné. Comme je vous dis, ce que je viens de vous montrer là, ça marche exactement de la même façon pour les boutons, pour les images, pour tous les éléments. Donc voilà, c'est un petit plus, vous voyez, du E5. Ça va pas être le game changer par excellence, mais c'est un petit plus que je souhaitais vous montrer qui vient de me pop à l'esprit. Autre élément, pour revenir directement quand même, et on finira là-dessus, sur les deux éléments phares d'Unreal qui sont Lumen pour l'éclairage global Illumination, la Global Illumination, et Nanite. On va commencer par Nanite. Comment ça fonctionne Nanite quand on ne vient pas, par exemple, justement d'un asset comme Megascan? Quand vous allez importer un objet dans Megascan, dans Unreal, vous allez avoir la possibilité, quand vous allez importer cet objet, de pouvoir activer justement la conversion directement en Nanite. Donc vous pouvez le faire lors de l'importation de votre objet. Si vous ne le faites pas lors de l'importation de votre objet, c'est pas un souci. Une fois que votre objet est importé, il sera donc à quelque part dans votre Content Browser. Moi, je vais aller prendre un props au hasard. Admettons la chaise ici. Et du coup, cette chaise, je peux faire un clic droit dessus, venir sur Nanite et activer ici Nanite. Et automatiquement, ça va convertir ce mesh en Nanite. Chose qui est très importante de comprendre à ce niveau-là. Et du coup, je vais vous faire la démonstration. On met la chaise ici. Je passe en vue Nanite. J'affiche les triangles. Vous voyez que par défaut, j'ai rien qui s'affiche parce que j'ai aucun acteur de type Nanite dans ma scène. Mais si je viens ici, clic droit et que je demande à activer Nanite dessus, hop, ma chaise apparaît. C'est maintenant la version Nanite qui est là. C'est bien précisé par Epic Games, hein, c'est-à-dire que maintenant, vous avez tout intérêt à tout passer en Nanite. C'est de l'optimisation. C'est pas du surplus, c'est de l'optimisation. Donc c'est important de le prendre en compte, de passer donc ceci en Nanite. Précision aussi dans cette vidéo qui ressemble à n'importe quoi, tellement je vous donne d'informations. Mais la version Nanite de tout ce qui est foliage, de tout ce qui appelle en fait à des matériaux qui utilisent les masques ou la transparence, il y a déjà sur Git la version Unreal qui permet justement d'avoir ça. Il y a des vidéos qui sont passées sur Twitter où on voit des arbres en pleine tempête qui sont gérés justement en Nanite. C'est de l'optimisation de malade qui arrive devant nous, c'est juste fou. Donc tout ça pour vous dire, un point également très important, c'est que, je vous dis ça parce qu'on m'a posé la question, mais quand vous avez un objet, quand vous importez un objet, s'il a des détails au niveau de la géométrie, à ce moment-là, ça va être intéressant effectivement d'activer Nanite pour garder tout ça. C'est-à-dire que vous importez votre mesh, peu importe qu'au moment de l'import vous activez Nanite ou pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'activer après, mais justement vous allez retrouver ce détail, donc ça c'est cool. Par contre, si vous importez un objet, si vous importez un mesh 3D qui n'est pas détaillé, Nanite ne va pas vous créer du détail, c'est pas possible. C'est pas parce que vous avez une super normal map que Nanite va vous créer du détail réel au niveau de la géométrie. Donc oui, vous pouvez utiliser Nanite pour convertir tous vos meshes, il n'y a aucun problème, même il le faut, mais c'est pas pour autant que Nanite va vous créer de la géométrie qui de base n'existe pas dans le mesh. Donc c'était juste une précision que je voulais vous apporter. Dernier point par rapport à Lumen. Alors Lumen, c'est le système d'éclairage global. Sachez qu'avec CTRL-L, ça vous permet d'avoir donc ceci qui apparaît à l'écran. Et quand vous maintenez enfoncé ceci, ça vous permet de pouvoir jouer justement sur votre éclairage et de pouvoir, avec votre souris, vraiment positionner le soleil où vous le souhaitez. Ou en tout cas, votre source lumineuse quand
qu'on identifie ici avec la position du coup du soleil. Donc ça c'est vraiment cool, ça disparaît après automatiquement, hein, quand vous relâchez vos touches, ça disparaît. Sun and Night, Global Illumination, c'est donc du temps réel, et c'est donc un petit peu plus gourmand que ce qu'on connaissait sur UE4. Si vous voyez que votre ordinateur a un petit peu du mal, vous pourrez optimiser ça. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais je vous montre juste où ça se situe. Vous allez dans Project Settings. Dans Project Settings, vous allez dans la partie Renderer, donc dans la colonne de gauche, rubrique Engine ici, puis vous avez le Rendering, pardon, qui est disponible ici. Et là, en fait, en faisant défiler, vous allez retrouver ici la Global Illumination avec Lumen par défaut d'activer. Donc c'est là où vous pouvez enlever Lumen. La méthode de réflexion, même chose, vous avez Lumen par défaut. Et enfin ici, le Virtual Shadow Maps aussi, où vous pouvez modifier, passer sur du Shadow Maps pour gagner encore en FPS. Je ferai vraiment une vidéo là-dessus. J'ai vu plusieurs paramètres passer qui disaient comme quoi ça optimisait pas mal tout en gardant un minimum lumen. J'ai besoin de tester, j'ai besoin de faire des retours précis. Mais en tout cas, c'est à ce niveau-là que les paramètres sont. UE5 par défaut vous proposera l'éclairage avec lumen. Si vous souhaitez désactiver lumen pour X raison, c'est à ce niveau-là donc qu'il faudra venir le faire. Voilà pour cette présentation. Il y a 36 000 autres choses que je voulais vous dire que je ne vous ai pas encore dites, mais je ferai des vidéos plus structurées pour la suite. Mais je ne pouvais pas ne pas sortir de vidéo sur UE5 en premier tuto, entre guillemets, une présentation de UE5. Mesdames et messieurs, éclatez-vous bien sur ce moteur. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve également sur mes divers réseaux. Ciao!